Donc je vais peut-être déjà me présenter. Donc je suis Noémie Dubrac. Donc je travaille au BRGM, donc dans l'unité des sites et sols pollués. Et je suis accompagnée, donc vous ne le voyez pas, mais qui est juste à côté, de Jean-François Brunet, qui travaille aussi dans la même unité que moi et qui travaille sur le sujet donc de la baie des Solues depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Bonjour. Donc, voilà. Donc, la base de données, donc BDSOLU, donc c'est l'acronyme de la base de données des analyses des sols urbains. Donc, pour commencer, je vais faire un petit peu présenter le contexte qui nous a amené à développer une base de données, donc encore une base de données, une de plus dans le contexte national. Et quand je dis nous, c'est le BRGM, mais aussi tous les organismes qui ont été associés à un moment donné dans la construction de cette base. Donc, pourquoi il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on a eu l'idée de développer la base de données. Donc, BDSOLU, c'était parce qu'il y a, de manière générale, un besoin d'aménagement raisonné. En fait, il y a une volonté croissante des autorités de plusieurs choses. Déjà, c'est de mieux préserver les zones rurales de l'urbanisation. Donc on voit que les zones qui sont justement pas en zone urbaine, elles ont tendance à être aussi un petit peu de plus en plus urbanisées. C'est ce qu'on appelle l'artificialisation. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une loi justement pour la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette. On essaye que les villes s'étendent de moins en moins. Et puis préserver aussi les zones rurales de la perte des terres fertiles. Parce que alors ça s'arrête un petit peu, mais pendant longtemps, en fait, on a été prendre des terres fertiles dans les campagnes, dans les zones rurales, pour alimenter la ville de ces terres fertiles. Donc l'objectif, c'était justement de préserver les zones rurales de cette urbanisation. Et donc du coup, ça passe aussi en construisant la ville sur elle-même. Donc on va éviter d'avoir une expansion des villes. Et puis, donc, pour qu'elles puissent se reconstruire sur elles-mêmes, ça va être aussi de restaurer les friches qui existent justement en zone urbanisée et qu'on n'utilise pas, donc qui sont un petit peu ces dents creuses, et donc on essaye de restaurer pour pouvoir agrandir finalement notre ville sur elle-même. Mais on va aussi essayer de préserver non pas seulement que les zones rurales, mais les zones urbaines également, en protégeant, en cherchant à protéger la santé des habitants, qui sont de plus en plus nombreux à vivre en ville. Et ça, c'est accéléré, enfin, ça a été vraiment mis en évidence avec le concept One Health, qui a été, qui est apparu il y a quelques années. Le concept justement de une seule santé, on a bien pris en compte, on a bien intégré que la santé humaine, elle dépend aussi de celle de l'environnement. Et donc, la santé humaine, elle est aussi affectée par la qualité des différents milieux. Donc, que ce soit le milieu sol, là aujourd'hui, on va vraiment parler des sols, mais c'est aussi le cas pour l'eau ou pour l'air. Et donc, si on se préoccupe de la santé des habitants, en fait, il va falloir aussi se préoccuper de la santé des sols, parce que c'est à l'origine, en fait, de notre santé humaine. Quand je parle de qualité des sols, qualité des milieux, c'est pas forcément que la qualité chimique, c'est aussi la qualité géotechnique ou la qualité fertile. Donc on est vraiment sur un ensemble plutôt, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité. Donc les sols, ils vont répondre à différentes fonctions et pas forcément qu'une fonction de qualité chimique, enfin, qui répond à une qualité chimique. Et donc, pour faire ça, pour mieux préserver les zones rurales et pour protéger les habitants, en fait, c'est important d'avoir un aménagement raisonné. Et pour cela, il va falloir connaître le territoire pour son aménagement. Et de manière concrète, finalement, les acteurs, ils ont besoin de cartes qui vont les aider à gérer les sols selon l'usage qui sera adapté aux enjeux environnementaux et sanitaires. Donc, pour que les acteurs ils puissent bien aménager leur ville, il va falloir qu'ils connaissent les sols. Et donc la connaissance de la qualité des sols sur le territoire, ça va permettre déjà de bien gérer nos sites et sols pollués. On va voir comment, grâce à des référentiels. Ça va nous permettre de mieux gérer nos terres excavées. On va pouvoir savoir quelle est la qualité des terres par rapport à la zone urbaine. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des sites qui seraient capables de recevoir ces terres excavées? Ou à l'inverse, est-ce qu'il va falloir traiter nos terres excavées pour pouvoir les valoriser? Ça va être aussi de créer des sols fertiles.
Donc ça va nous permettre de connaître la qualité pédogéochimique des sols environnants et on va pouvoir du coup créer des sols fertiles qui soient adaptés aux sols urbains. Ça va nous permettre aussi d'optimiser nos aménagements urbains, donc de voir où est-ce qu'on va pouvoir positionner certains usages par rapport à d'autres en fonction de la qualité des sols. Et puis, ça nous permet aussi éventuellement d'avoir une protection sanitaire, parce qu'on aura une connaissance de la qualité des sols. Ça peut nous faire des alertes vis-à-vis de certains risques sanitaires. Et puis, ça peut nous permettre des études d'impact ou des évaluations post-accidentelles, parce qu'on aura un T0, on aura une vision à l'heure actuelle. Et à l'issue de certains accidents, par exemple, on pourra comparer donc, avec notre T0. Et au final, la connaissance de chaque territoire qui va être urbanisé, ça va nous permettre aussi une connaissance globale du territoire national dont le ministère a aussi besoin pour protéger les habitants. Et puis faire des rapportages aussi vis-à-vis de l'Europe. Donc ça, c'est un vœu pieux, donc de connaître vraiment la qualité des sols sur le territoire. Mais en réalité, c'est pas forcément le cas, hein. Tous les acteurs ne connaissent pas bien la qualité des sols, notamment parce que les données actuelles qui sont disponibles, elles ne couvrent pas tout le territoire et elles concernent essentiellement les milieux ruraux. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont connaissance du RMQS, du réseau de mesure de la qualité des sols, qui est opéré par l'INRAE. Une question de Mme Anne Baudry. Oui, je vais peut-être la prendre. J'ai 3 slides. Je finis mon truc. Ouais. Et puis, les données actuelles qui sont disponibles essentiellement dans les zones urbaines, ça concerne principalement des substances métalliques, donc les métaux, donc le plomb, le cuivre, l'arsenic, le mercure, le nickel, etc. Mais pas forcément des molécules organiques persistantes dans l'environnement. Et c'est là où ces molécules, qui sont souvent d'origine anthropique, donc produites par l'homme, peuvent avoir un impact. Et donc c'est le cas par exemple des PCB, des dioxines, des HAP, mais c'est aussi le cas des PFAS dont on entend parler de plus en plus. Et donc le besoin des gestionnaires des sites et sols pollués ou le besoin des gestionnaires de territoire n'est pas entièrement satisfait parce qu'il y a justement un besoin de mieux connaître nos sols urbains. Et quand je parle de gestionnaire de territoire, ça peut être à différentes échelles. Ça peut être simplement une collectivité, une métropole, une région, ou aussi à plus petite échelle, un établissement public foncier ou simplement un maître d'ouvrage d'un site qui soit pollué ou non. Hein, ça peut être un site non pollué. Et ça, c'est accentué dans les zones urbaines où la qualité chimique des sols, donc là je parle chimie, elle est souvent mal connue parce qu'en fait cette qualité chimique elle dépend pas uniquement de la géologie, mais les sols ils vont être soumis aux activités humaines, des différentes activités, hein, des différents sites industriels qu'on peut avoir en zone urbaine, et puis au dépôt d'émissions atmosphériques diverses qui sont proches ou lointaines. Donc ça peut être des chauffages urbains, des chauffages domestiques, ça peut être le trafic routier. Et donc là, on a une notion de diffus, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de sources, mais on ne va pas être capable forcément d'identifier une source en particulier. C'est une accumulation de sources. Quand je parle du trafic routier, c'est pas forcément une voiture qui va polluer d'elle-même, mais c'est l'accumulation du trafic, des voitures, des camions, etc., qui va faire un dépôt d'émissions atmosphériques. Et puis en zone urbaine, nos sols ils vont souvent être constitués de remblais. Donc on parle de remblais naturels ou de remblais anthropiques. Donc globalement, les remblais naturels, c'est quand on a simplement pris de la terre pour l'emmener sur un site, mais c'était de la terre qui avait d'impact humain, ou des remblais anthropiques, c'est là ça va être quand on va avoir des fractions de déchets divers qui peuvent être par exemple du béton, des briques, quelques morceaux de plastique, etc. Là, on va plutôt parler de remblais anthropiques. Et puis,
des problèmes, en fait, pour connaître nos sols urbains, c'est qu'on n'a pas de référentiel pour estimer la qualité des sols, donc pour estimer ou pour caractériser l'état de dégradation du sol par rapport à des caractéristiques qui seraient normales ou habituelles. Il existe une directive européenne sur l'eau qui donne des avis là-dessus, mais par exemple sur les sols, on n'a pas de directive cadre européenne, ni à l'échelle nationale d'ailleurs. On n'a pas de valeur guide réglementaire, en tout cas dans la réglementation, pour définir ce que c'est un sol pollué, ou pour guider la gestion d'une pollution, donc tout ce qui est dépollution, ou même pour piloter un processus d'amélioration de la qualité, même quand on n'a pas forcément de pollution, pour améliorer la qualité du sol, on n'a pas forcément de valeur guide. Dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, on se repose sur la comparaison au sol voisin, donc au sol témoin. Et donc là, on va avoir notamment besoin d'avoir connaissance de des valeurs qui sont normales ou habituelles. Et donc, pour avoir ces valeurs, justement, normales ou habituelles, c'est pour ça qu'on a décidé de proposer cette base de données, des analyses de sol urbain. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mutualiser les connaissances sur la qualité chimique des sols dans les métropoles nationales, et notamment à des fins d'économie, de mettre à disposition de tous des référentiels. Donc, c'est vraiment la notion de référentiel, des valeurs habituelles ou normales. Et à terme, ce serait de fournir aussi donc, des cartographies interprétées de ces valeurs, donc de proposer des cartes pour mieux gérer nos aménagements en ville. Et donc, grâce aux référentiels fournis, donc les acteurs donc, impliqués dans la gestion des sites et sols pollués ou simplement de l'aménagement du territoire, ils sont aidés pour la conduite de diagnostic de sites et sols potentiellement pollués. Ça va nous permettre de distinguer en fait la part qui est habituellement présente dans la zone de celle qui est attribuable aux activités du site étudié. Et ça nous permet aussi donc, de valoriser nos terres excavées, donc là plutôt sur un côté aménagement, parce que ça va nous permettre de trouver un site receveur qui sera compatible avec les teneurs qu'on aura dans nos terres excavées. Donc les avantages d'une base de données, c'est vraiment la réduction des coûts, la mutualisation des connaissances, mais c'est aussi fournir un cadre pour la collecte. Donc du coup, on aura quelque chose de assez réglementé, de formaliser dans la collecte des données, mais aussi de garantir la pérennité de ces données et puis d'optimiser et d'homogénéiser leur utilisation. Donc voilà, donc, en récapitulatif du contexte, je pense que c'est important qu'on connaisse les sols pour avoir vraiment un aménagement qui est raisonné, mais pour l'instant, on manque encore beaucoup de connaissances, en tout cas sur les zones urbaines. Et donc c'est important d'avoir une base de données justement pour mutualiser les peu de connaissances qu'on a et pour pouvoir fournir des référentiels. Alors on va attaquer toute la partie un petit peu lexique. J'ai quelques slides sur ce que c'est un fond pédogéochimique, une valeur de fond, et puis tous les termes qui sont un petit peu associés. Parce que ça me semble important déjà qu'on sache de quoi on parle et qu'on se comprenne tous. Donc un fond, la définition du fond qui est donnée dans les guides ADEME, je vous donnerai la référence tout à l'heure de ces fameux guides ADEME, c'est la gamme de concentration habituelle d'une substance dans le sol ou dans le sous-sol à une profondeur donnée et sur un territoire donné. Donc globalement sur des X, Y et sur une profondeur un Z donnée. Donc suivant la superficie couverte par l'échantillonnage, on va parler soit de fond local ou soit de fond régional. Donc on a certains fonds à l'échelle d'une ville, par exemple, d'une métropole, ou ça peut être aussi un fonds régional. Donc c'est le cas de GeoBAPA, pour les personnes qui connaissent, qui était le fonds géochimique à l'échelle du bassin parisien, donc sur la région parisienne, mais aussi en Normandie. Donc j'ai essayé de faire un petit schéma. Donc sur la gauche, j'ai représenté dans les abscisses les X, Y, donc un petit peu un territoire, et en ordonnée, donc les valeurs d'une substance qu'on a obtenue. On a fait des prélèvements et on a fait des analyses dessus. Et on voit qu'on a des résultats d'analyse qui diffèrent selon la spatialisation. C'est normal qu'on n'ait pas tout le temps la même valeur parce qu'on a des hétérogénéités. Tout simplement, dans le sol, on n'a pas toujours exactement la même valeur. Ça peut être aussi des hétérogénéités dues
au prélèvement, à la technique de prélèvement, due à l'analyse, on va avoir des résultats qui peuvent être un petit peu différents. Donc c'est normal d'avoir aussi des différences entre les différentes analyses. Et puis sur la droite, j'ai représenté les mêmes résultats d'analyse, mais avec une représentation statistique, graphique statistique. Et c'est ce qu'on appelle une boîte à moustaches. Et finalement, j'ai représenté chaque point de prélèvement, vous voyez, il est représenté. Donc on a la même ordonnée avec les teneurs de la substance. Et on voit qu'en fait, on peut les mettre, globalement, la plupart, on peut les mettre dans une boîte qui est comprise entre le quantile 25 et le quantile 75. Et puis, on voit qu'on a aussi des valeurs anomaliques. Finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler les outliers, qui ne rentrent pas dans la boîte et qui, là, sont peut-être un petit peu... alors, quand c'est une anomalie supérieure, ça peut être peut-être représentatif d'une zone qui a été échantillonnée. Là, il y avait une pollution qui n'était pas forcément prévue. Et puis, ça peut être aussi normal d'avoir quelquefois des résultats d'analyse qui sont un peu élevés ou un peu plus bas. Et donc, ce qu'on appelle le fond, donc la gamme de concentration usuelle ou habituelle de la substance, c'est globalement toute la boîte à moustaches. Donc, vous voyez, entre ce qu'on appelle la vibrise haute, donc c'est la vibrise supérieure, donc c'est le trait horizontal qui est en haut, et la vibrise inférieure, donc qui est le trait horizontal en bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fond. Et puis, on a ce qu'on appelle la ligne de base, donc c'est le trait horizontal supérieur qui correspond à la valeur haute du fond. Donc globalement, on a la plupart de nos données qui sont contenues qui sont inférieures à cette ligne de base. Si on regarde un petit peu, si on prend une coupe de sol, le fond géochimique, donc on abrège souvent en FG, c'est la gamme de teneur d'une substance dans un matériau parental. Donc le matériau parental, finalement, ça va être le sous-sol. Ça peut être considéré comme la roche-mère qui a commencé à se dégrader. Et donc du coup, on va avoir en profondeur ce qu'on appelle le fond géochimique. Le fond géochimique naturel, donc on abrège souvent en FGN, c'est la concentration ambiante d'une substance dans ce milieu, en l'absence de tout apport extérieur spécifique tel que l'activité humaine. Donc globalement, quand ça n'a pas été pollué par l'homme, à ce moment-là, on parle de fond géochimique naturel. On parle maintenant de fond pédogéochimique, donc FPG. Là, c'est quand on va regarder la gamme de teneur de la substance dans le sol. Donc on voit qu'on est sur la partie haute du sol, donc soit le sol superficiel, soit le sol un petit peu plus profond. Donc pédo pour pédologie, donc qui est la science du sol. Et donc le fond pédogéochimique naturel, ou FPGN, ça peut être estimé sur la zone où le sol en fait n'a pas subi d'influence humaine. Donc ce serait vraiment la part du sol, la teneur dans le sol qui est due vraiment au processus géologique, mais aussi pédologique, donc la formation du sol, qui peut enrichir en certaines substances, et puis avec des apports diffus naturels. Donc les feux de forêt ou les volcans, ils peuvent aussi avoir des retombées atmosphériques qui vont influencer en fait les teneurs dans les sols, mais toujours d'origine naturelle. Sauf qu'en fait, du fait des activités humaines, en fait, on a tendance à considérer que le fond pédogéochimique naturel, il n'est plus vraiment mesurable en surface, et ça pour de grands nombres de surfaces. Si je fais un petit peu l'analogie, on retrouve certaines substances au pôle Nord. Alors là, on ne parle pas de sol au pôle Nord, mais on voit que même dans certaines régions très très reculées, il y a l'impact de l'homme. Et donc finalement, on va avoir très peu de sols où on aura un fond pédogéochimique naturel. Il va souvent être impacté par l'activité de l'homme. Et donc on va parler surtout de fond pédogéochimique anthropisé, donc qui est la gamme de concentration habituelle d'une substance dans le sol, qui soit d'origine naturelle, mais aussi d'apports diffus d'origine anthropique, présents ou passés. Donc ça peut être aussi des apports qui ont été passés. Donc j'en parlais tout à l'heure, ça peut être du trafic routier, du chauffage collectif individuel, du transport de polluants, des pratiques agricoles, notamment avec certains pesticides, des remblais,
Et donc, ça peut varier dans le temps parce qu'on peut avoir aussi des apports dans le temps. Donc là, j'insiste quand même sur le côté apport diffus. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas identifier forcément une source. Sinon, on va parler de pollution quand vraiment on a une zone qui est impactée par une source de pollution. Quand ça va être plusieurs sources qu'on va pas forcément pouvoir distinguer les unes des autres avec des faibles impacts pour chacune de ces sources, là, on va parler d'apport diffus. Et donc, on retrouve la définition de la ligne de base. Donc, je vous montrais tout à l'heure, c'est vraiment le trait horizontal supérieur. Donc, la ligne de base du fond pédogéochimique anthropisé, c'est sa valeur haute, au-dessus de laquelle toute teneur mesurée peut être considérée comme relevant d'une anomalie d'origine anthropique. Donc, globalement, on va considérer qu'au-dessus de cette ligne de base, on aura affaire à une pollution et qu'en dessous, on sera plutôt dans les valeurs usuelles. Et donc ça, c'est parce que du coup, en zone urbaine, nos sols, ils ont intégré aussi, donc que ce soit des remblais, ou alors la qualité, elle a été dégradée avec les différentes activités présentes ou passées. Et donc du coup, on va plus forcément pouvoir parler de fonds pédogéochimiques naturels, surtout en zone urbaine, mais vraiment de fonds pédogéochimiques anthropisés. Donc, si on fait un petit schéma pour récapituler un petit peu ces notions, donc on voit que sur tout en bas, en gris, on a le fond géochimique. Donc ça, c'est les valeurs usuelles qui sont présentes au niveau du sous-sol. Et puis au-dessus, on a, alors l'un au-dessus de l'autre, c'est discutable, mais en tout cas, le fond pédogéochimique naturel, et lorsqu'il a été impacté aussi par des activités anthropiques diffuses, donc dues à l'homme, on a le fond pédogéochimique anthropisé. Donc pédo pour justement le sol, donc ça va être plutôt de la subsurface ou un petit peu plus profond. Et puis on voit qu'on a deux zones un petit peu rondes. Donc en rouge, l'anomalie géochimique naturelle. Donc là, c'est lorsque naturellement, on a des teneurs qui sont élevées, mais avec une origine naturelle. Et puis, lorsqu'elles sont violettes, c'est lorsque là, on a une anomalie qui est d'origine anthropique, donc c'est ce qu'on considère avoir une pollution. Donc là, on va avoir des teneurs qui dépassent notre fond pédogéochimique anthropisé. Donc toutes les définitions que je vous ai présentées ici sont issues donc, des deux guides pour la détermination des valeurs de fond dans les sols. Donc il y en a deux, parce qu'il y en a un qui est à l'échelle d'un territoire et l'autre qui est à l'échelle du site. Donc, ce sont des guides ADEME, ils sont sortis en 2018 sur la base d'un groupe de travail sur les valeurs de fond. Et ils sont en cours de mise à jour. Donc là, ça devrait être très incessamment. Donc, on vous a mis l'adresse pour y accéder. Et donc, dans ces guides, on a à la fois les définitions, mais aussi on a comment calculer ces valeurs de fond. Donc là, c'est peut-être plus orienté pour les bureaux d'études, pour ces parties-là, pour savoir comment faire un fond à l'échelle, à différentes échelles. Sachant que c'est important d'avoir connaissance un petit peu des différentes notions, fonds géochimiques, pédogéochimiques, naturels, anthropisés, parce que ça peut être utile de connaître ces trois fonds sur notre territoire selon ce qu'on veut en faire. Ça dépend si on veut plutôt faire de la valorisation de terres excavées ou de l'étude de sites potentiellement pollués. Et donc, tous ces fonds, maintenant que je vous ai donné la définition, en fait, à quoi ça sert concrètement un fonds pédogéochimique, et notamment un fonds pédogéochimique anthropisé? En fait, ça va nous servir de référentiel sur la qualité chimique des sols sur le territoire. Donc, ça va être vraiment la gamme de valeurs qui va être rencontrée habituellement donc à chaque fois, on aura pour une substance et sur une zone et vraiment hors pollution ponctuelle. Donc en fait, cet outil, il va nous permettre vraiment d'être un outil d'aide à la décision. Ça va nous permettre de démontrer la présence diffuse d'une substance dans les sols, donc montrer que dans notre métropole, dans notre agglomération, on a des teneurs qui sont plus élevées pour une certaine substance. Ça va nous permettre de comparer du coup des valeurs qui sont issues pendant un diagnostic ou un état des lieux et de voir différencier la contribution du site de celle qui est liée à son environnement. Et puis, s'il y a une différence, de mesurer le degré de dégradation du sol et voir si il faut y remédier ou pas. Ça nous permet aussi d'encadrer un mouvement de terre excavée. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça nous permet d'identifier un site receveur compatible et puis donc d'éviter l'apport d'une pollution sur une parcelle. Ça va nous permettre de comparer au fond
en fonction de la profondeur de valorisation. Et puis, ça nous permet aussi d'envisager l'usage actuel ou futur des sols, tout en assurant la protection des populations. Donc, ça nous permet aussi, selon les valeurs, d'orienter certains aménagements. Donc, quand je parlais d'aménagement raisonné tout à l'heure. Donc, quelle est la différence avec un environnement local témoin entre un fond géochimique, pédogéochimique et un environnement local témoin? Donc, un environnement local témoin, c'est vraiment issu de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués. Et c'est décrit au moment de l'IEM, donc de l'interprétation de l'état des milieux. Ça nous donne en fait une zone géographique qui est jugée exempte de toute anomalie en lien avec un site qui est proche. Et donc l'environnement local témoin, il est situé à proximité du site qui est étudié. Il présente une géologie et une pédologie similaires et il n'a jamais accueilli l'une des activités recensées sur le site. Mais ce n'est pas une gamme de concentration. Alors, on a tendance à faire une extrapolation et dire que l'environnement local témoin, au-delà d'être une zone géographique, c'est la gamme de valeurs associées sur cette zone géographique. Mais ce ne sera pas une gamme de concentration qui sera vraiment représentative d'un territoire. Ce sera vraiment quelques prélèvements qui auront été faits, 1, 2, peut-être 3, 4 maximum par un bureau d'études, mais on n'aura jamais suffisamment d'informations sur un territoire. C'est vraiment quelques prélèvements qui sont ponctuels. Là où j'ai un problème. Là où le fond pédogéochimique anthropisé, c'est un référentiel statistique sur la qualité chimique habituelle des sols. Donc là, on a vraiment le côté statistique, on a plein de données et on va pouvoir faire une gamme de valeurs à partir de statistiques. Et donc du coup, c'est représentatif vraiment du territoire et des anomalies anthropiques diffuses. Et le fond pédogéochimique, il n'est pas forcément obtenu dans les mêmes conditions. Donc on ne va pas forcément faire des prélèvements et des analyses dans les mêmes conditions, donc le même protocole qui sera utilisé sur le site étudié. Ce sera vraiment un protocole qui aura été fait soit spécifiquement au niveau du fond, soit une accumulation de données avec différentes conditions, mais on ne collera pas forcément exactement au résultat du site étudié. Et alors là, je suis désolée, ça a coupé. Je citais simplement la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, où on dit que on peut avoir recours à des référentiels locaux ou régionaux, donc c'est-à-dire on peut avoir recours à nos fonds pédogéochimiques au moment de l'IEM, mais il faut que ce soit dûment justifié. Donc étudier la pertinence du référentiel, donc c'est-à-dire être sûr d'avoir utilisé le bon référentiel au moment de l'interprétation de l'état des milieux. Et, du coup, je l'ai remis ici, donc dans ma dernière slide. Donc, dans certains cas, les référentiels, ils permettent justement de consolider notre environnement local témoin et de préciser du coup l'état des sols au voisinage pour tout ce qui concerne les gammes de valeurs, mais aussi pour la nature des substances qui sont concernées. Donc l'ABD solus et donc les fonds pédogéochimiques qui en découlent. Donc l'ABD solus, c'était l'objectif de cette base de données, c'était de mettre les informations sur la qualité des sols urbains à disposition du public et dans un objectif vraiment de meilleure gestion des territoires. Donc son objectif, c'est de capitaliser toutes les données disponibles sur les sols urbains et essentiellement les données de qualité chimique, mais on a aussi d'autres champs où on peut renseigner certains paramètres agrologiques. Contrairement à d'autres bases comme le RMQS, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le réseau de mesure de la qualité des sols ruraux qui est opéré par l'INRAE, elle ne va pas s'appuyer en fait sur des campagnes périodiques de prélèvement ou d'analyse de sol. Donc le RMQS a la chance d'avoir des campagnes régulières où on va faire des prélèvements avec des mailles de 16 km sur 16 km et on va faire un prélèvement et on va faire une analyse sur des sols ruraux dans ces mailles. Pour la BD Solus, l'objectif c'est de
de faire appel aux données aux résultats qui sont existants ou en cours d'acquisition. Et donc, du coup, c'est aussi l'objectif un petit peu de ce webinaire, c'est de vous faire connaître cette base pour avoir des résultats. Et donc, une fois qu'on aura capitalisé des données, donc qu'on a capitalisé, on va faire des traitements donc, qui sont réalisés par le BRGM sur les données qui sont enregistrées. Et ça va nous permettre de définir justement ces fonds pédogéochimiques sur les zones où il y a suffisamment de données. On peut il y a une interface web, je vais vous la montrer tout à l'heure, c'est bdsolu.fr, sur laquelle on peut alimenter directement les données d'entrée et sur laquelle le public peut aller visualiser les résultats. Donc, les résultats, ça va être seuls les fonds pédogéochimiques qui auront été calculés qui sont accessibles. Les données brutes, elles ne sont pas accessibles par le public. Donc, si vous déposez des données sur BDSolu, le public ne pourra pas avoir accès à ces données qui resteront confidentielles. Ce sera seuls les résultats, donc les calculs de fonds pédogéochimiques qui seront accessibles. Et cette base de données, BDSolu, elle est construite en cohérence avec des standards reconnus. Donc, pour les personnes qui connaissent, on se base sur les référentiels Cendre, qui sont des référentiels qui ont été développés pour le milieu eau, mais aussi sur des référentiels de l'IGN ou notamment le Corinne Landcover. On se base sur ces standards-là, donc ça va nous permettre d'avoir des registres pour être sûr d'utiliser les bons termes. Simplement parce que des fois, si on écrit argile, ça va être sûr, on sera sûr que ce soit écrit de la bonne manière et qu'une personne qui veuille écrire argile mais sans E, elle puisse pas pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Donc ça, c'est un petit peu simplifié. On se base aussi sur des bases de données de référence, donc comme la banque de données du sol et du sous-sol, la BSS, la CASIAS, donc la carte des activités potentiellement polluantes. Et puis, elle répond aux recommandations donc là, de la directive Inspire, donc là, qui permet en fait d'être sûr d'avoir des bases de données qui vont être bien formées, alors interopérables, ça veut dire qu'on va pouvoir se connecter un petit peu globalement entre les bases de données, et puis d'être sûr d'avoir diffusée des données qui seront accessibles au public, etc. Et donc, un petit bref historique de cette BDSolu. C'est pas forcément pour aller en détail, mais c'est pour vous montrer qu'on a commencé à la développer en 2010 dans le cadre de partenariats avec l'ADEME, qui a été notamment un financeur, et puis après avec des conventions, et toujours avec l'ADEME, mais aussi l'INRAE, l'EOD et puis Mines ParisTech, pour là vraiment être sûr d'avoir une interopérabilité entre les différentes bases de données, et puis valider vraiment les traitements qui sont faits, notamment les traitements de valeurs de fonds. Donc initialement, cette base de données, elle était faite dans le cadre d'un projet qui s'appelait le Fonds géochimique urbain, le FGU, pour laquelle on avait essayé de bancariser les données du projet établissement sensible. Et puis petit à petit, cette base, elle a évolué pour intégrer en fait l'ensemble des données provenant d'autres projets, et donc du coup qui pouvaient avoir une forme un petit peu différente. Et donc depuis 2021, donc la BDSolu, elle est intégrée au programme du GISSOL, donc le groupement d'intérêt scientifique sur les sols, qui coordonne en fait l'inventaire et la surveillance des sols en France. Donc voilà, c'était pour vous montrer que cette base de données, finalement, c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une base en plus dans tout le référentiel français, mais c'est aussi, elle a pour vocation quand même d'être une des principales bases françaises. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir bancariser? Donc, quelles sont les données qu'on va pouvoir mettre dans cette base de données? Ça va être des résultats d'analyse chimique. Donc, que ce soit, on en a parlé tout à l'heure, hein, ça peut être des métaux ou des composés organiques persistants. Donc, j'insiste sur le côté persistant parce qu'en fait, des composés organiques qui vont avoir tendance à se dégrader dans l'environnement, on ne va pas forcément faire de valeur de fond pour ces valeurs parce que du coup, ça va beaucoup évoluer. On va vraiment se concentrer sur des substances qui vont être persistantes, donc qui vont rémaner dans l'environnement. Et donc, on a parmi ces composés organiques persistants, on a les HAP, les PCB, les dioxines furanes, les cyanures, les PFAS. Et puis, on peut aussi faire donc, des résultats d'analyse agronomique, comme des résultats de teneur en matière organique,
de perméabilité des sols, de taux de carbonate. Donc ça qui sont plutôt des paramètres agro, mais qui peuvent être utiles aussi beaucoup pour les gestionnaires de territoire. Et que ce soit des résultats d'analyse qui sont faits en laboratoire ou des résultats issus de méthodes rapides effectuées sur le terrain. Donc là, à chaque fois, il suffit simplement d'indiquer dans la base de données quelle a été l'analyse qui a été faite sur site ou en laboratoire. Et on peut vraiment indiquer tout. Donc, ce qui nous permet aussi de conforter certaines valeurs en ajoutant des données de terrain. Donc, ça nous permet de conserver les résultats, mais pas que. Et ça, c'est vraiment très important. On a aussi toutes les informations qu'on peut considérer comme qui, quoi, où et comment. Donc, on a les intervenants, qui est intervenu, mais, donc là, je commence par le bas. Quoi? Donc, quel échantillon? Comment il a été préparé? Comment il a été analysé? Donc, on va à chaque fois enseigner toutes ces phases de préparation et d'analyse de l'échantillon. Comment il a été prélevé? Est-ce qu'on a eu un sondage? Quelle était la technique de sondage? Quels étaient les niveaux géologiques qui ont été rencontrés? Quelle a été la méthode de prélèvement? Et puis, enfin, où? Donc, des informations sur le site de prélèvement. Est-ce que c'était quel type d'usage, quel type d'occupation du sol on avait, quel type de terrain? Est-ce qu'il y avait une activité sur ce sol ou pas? Ou est-ce qu'il était identifié? Et puis, enfin, on a des informations sur le projet et aussi sur sa confidentialité, parce que c'est important de savoir dans la base si la donnée est confidentielle ou pas, même si l'ensemble des données ne sont pas accessibles au public. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu, donc on a à la fois les données et puis ce que j'appellerais les métadonnées, donc toutes les informations qui sont liées à ces résultats d'analyse, mais qui sont aussi utiles et qui nous sont utiles pour calculer, pour faire nos traitements dessus. Un exemple, par exemple, ça peut être le type d'extraction. Est-ce qu'on a fait une extraction totale ou pseudo-totale avec de l'eau régale? Et ça va avoir beaucoup d'importance parce que finalement, notre résultat, on va pouvoir l'associer parce que potentiellement, avec une extraction pseudo-totale, nos valeurs vont être beaucoup plus faibles qu'avec une extraction totale. Et donc, c'est important d'avoir cette information. Parce que si on a simplement un X, Y et une teneur, on va avoir du mal à juger la pertinence de cette valeur. Ça peut être aussi important au niveau des limites de quantification. Donc ça, c'est aussi important de savoir quelles sont les limites de quantification des résultats d'analyse, parce que c'est vrai qu'au niveau des fonds pédolochimiques, on a souvent des valeurs qui sont assez basses, et donc du coup, c'est important de connaître la limite de quantification du laboratoire. Donc là, actuellement, on a à peu près 163 000 résultats sur plus de 600 villes, avec certains projets qui nous ont permis d'apporter de nombreuses données. Donc, on le voit un petit peu sur la carte là, avec les zones de prélèvement. On a GeoBAPA, donc tout ce qui est en région parisienne et en Normandie. Donc ça, c'est dû au projet GeoBAPA. On a fait aussi un fonds géochimique sur Toulouse. Donc là, c'est vrai qu'il est assez bien représenté, mais sur un plus petit territoire. Et puis, on a aussi de nombreuses données au niveau de Nantes et toute sa région. Et on voit bien, en fait, plus les données elles sont nombreuses et elles sont mieux réparties géographiquement, plus on aura des fonds qui vont être fiables parce qu'on aura le plus de données possible. Et donc, une fois qu'on aura ces données, on va pouvoir les traiter. Donc, pouvoir vous proposer un fonds pédogéochimique. J'ai été assez légère sur le traitement, j'ai fait juste une diapo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, mais c'est vrai que pour pas trop perdre, vu que c'est quand même des traitements statistiques, j'ai fait quand même assez léger. Donc vraiment, ouais, l'objectif des traitements, c'est de fournir ces fonds pédogéochimiques. Et il y a plusieurs méthodes qui existent selon les différents pays, et puis ce sont des choses qui sont quand même assez complexes. Selon différents paramètres, on peut regarder l'usage des sols, la présence de remblais, la géologie, la pédologie, etc. Mais du coup, non, c'est vraiment basé sur les résultats issus du groupe de travail, donc de l'ADEME, et donc qui a été édicté dans les guides que je vous ai présentés. Et donc, du coup, on a réalisé ces traitements selon ce protocole qui est vraiment validé.
Donc globalement, et je pense que ça répondra aussi un petit peu à la question de tout à l'heure, on va commencer par la sélectionner des données. Donc l'objectif, c'est quand même de pouvoir en utiliser le maximum dans la base, mais avoir la meilleure représentativité possible. Et donc ça, on va le faire en appliquant certains filtres. Et donc, parce qu'on a différents projets contributeurs, on a différentes hétérogénéités, différentes méthodes de prélèvement, différents types d'analyse, différents objectifs aussi du prélèvement. Selon l'objectif du prélèvement, on ne va pas le faire de la même manière. Et donc, on va faire une sélection stricte des données dans un premier temps. Et si on voit que ça aboutit à un nombre de données qui est assez insuffisant, on va avoir une sélection qui va être un peu plus souple, qu'on peut appliquer, mais on va conserver cette information dans la fiabilité du résultat. Je vous montrerai après tout à l'heure, on va classifier notre résultat entre bon, moyen et mauvais. Et donc, du coup, on va donner une information sur la fiabilité du résultat. Et donc, si on a utilisé seulement toutes les données vraiment strictes, on va avoir un bon résultat. Et si on a accepté des données qui nous semblaient un petit peu moins fiables, mais qu'on a utilisé quand même pour avoir plus de données, à ce moment-là, on dégrade, entre guillemets, la fiabilité du résultat. Ensuite, on va pondérer nos données, donc c'est ce que Jean-François disait tout à l'heure. En fait, finalement, on a souvent dans la base des données qui sont un petit peu orientées sur certaines zones, et puis à d'autres zones, on a très peu de données. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une pondération, un declustering, pour contrebalancer en fait la proximité spatiale de certains points. Donc là, c'est ce qu'on voit un petit peu sur l'image qu'on a représentée. On a fait une grille, et en fait, on voit que dans certaines mailles, on n'a pas de données. Et puis dans d'autres mailles, là où il y a les 3 triangles verts, on voit qu'on a beaucoup de données. Et donc dans ces 3 mailles-là, où on a beaucoup de données, on va pondérer, on va mettre une valeur un peu plus faible sur ces mailles, sur ces résultats d'analyse, parce qu'on a beaucoup de données. Donc du coup, on va donner un petit peu moins de poids à ces résultats d'analyse pour qu'au final, on ait l'équivalent un petit peu d'une analyse sur la maille. On va faire ensuite un autre traitement qui va nous permettre de prendre en compte les résultats d'analyse non quantifiés. Donc, on a souvent des informations, je vous parlais tout à l'heure, inférieures à la limite de quantification. Et là, donc là, c'est la deuxième image que je vous ai mis en dessous. En fait, on va considérer qu'on a une loi, donc on n'a pas de pollution, donc on a une loi qui va être un peu habituelle, donc qui serait log normal. Et en fait, si vous voyez, il y a la limite de quantification, c'est la barre verticale. Et en fait, en dessous, donc tout ce qui est à gauche de cette barre, on n'a pas les informations parce que techniquement, le laboratoire n'est pas capable de nous dire quelle est la valeur qui est avant cette base de données, donc cette barre verticale, pardon. Donc du coup, on va s'arrêter à la barre verticale. Et donc, nous, on va faire un traitement pour finalement reconstituer cette loi log normale en fonction du nombre de données qu'on aura inférieur à la limite de quantification. Et une fois qu'on aura fait ces 3 pré-traitements, finalement, on va calculer des statistiques de base donc, et nos valeurs de fond. Parce que si on se souvient, les valeurs de fond, finalement, c'est simplement des statistiques. Et ça, on va le faire uniquement si on a un nombre de données qui est fiable, qui est disponible. Et ça, on va le faire sur différentes profondeurs, qui va dépendre des usages et des données dont on a disponibles. Mais globalement, on va plutôt le faire sur les sols de surface, soit 0,5, soit 0,30 cm, et sur les sols profonds, donc à plus de 30 cm. Et donc, les résultats vont se présenter sous la forme de tableaux et de graphiques. Donc, on a toujours une carte, donc ce qu'on voit en haut à droite, où on a les cartes des points de prélèvement dans l'agglomération, mais on n'aura pas les données qui sont associées à ces points. On a simplement l'information de où on a prélevé. On a une boîte à moustaches, et puis des histogrammes et le tableau. Donc, si on regarde un petit peu le tableau qu'on voit sur le dessous, pour chaque substance, on a donc le nombre de données dont on dispose, la moyenne, la médiane, les différents quantiles, et puis on voit ce qui s'appelle la vibris, et qui, elle, correspond, donc c'est sur la boîte à moustaches, c'était la flèche verte qui est sur la droite, la vibris supérieure, et qui, elle, correspond à la ligne de base, donc à la valeur du fond géochimique, pélogéochimique. Et donc, la colonne juste après, qui s'appelle indice de la qualité,
c'est justement ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc, une idée de l'indice de fiabilité des résultats en fonction de la sélection qu'on a faite et du nombre de données qu'on avait. Et donc, on va avoir un indice de fiabilité qui peut être mauvais si on a 1 étoile, moyen avec 2 étoiles et bon avec 3 étoiles. Donc du coup, BDSolus, elle est alimentée du coup grâce au dépôt en ligne d'un fichier Excel. Donc vraiment, c'est un fichier Excel qu'on va déposer sur une interface web. Ça se fait donc plutôt quand même par les propriétaires d'analyse, donc que ce soit les collectivités ou les bureaux d'études, mais sous couvert du propriétaire du terrain, qui souhaitent contribuer au projet dans le cadre d'une convention. Donc la convention, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, ça va encadrer la condition de transfert des données et les contraintes d'utilisation ou de diffusion liées à leur éventuelle confidentialité. Donc ça commence toujours par une convention entre le BRGM et le propriétaire de l'analyse. Et ensuite, on vous laisse la main pour déposer donc, le ou les fichiers Excel. S'ils le souhaitent, les contributeurs ils peuvent demander, justement, j'en parlais tout à l'heure, une restitution de l'ensemble des informations brutes disponibles sur leur territoire, donc pas forcément que les leurs, mais aussi celles des autres contributeurs sur ce territoire-là. Donc là, tout ça, c'est encore bien défini dans la convention. Donc, de manière un petit peu simplifiée, donc ça commence par une convention entre le producteur et le BRGM, et le producteur va saisir au format donc, officiel, donc le fichier Excel, les données qui sont propres à son projet sur la plateforme BDSolus. Il peut demander éventuellement une restitution de l'ensemble des données brutes sur le territoire. Et ensuite, donc, le BRGM se charge du traitement et va restituer au public les fonds géochimiques anthropisés, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, donc la cartographie des points, les histogrammes, les boîtes à moustaches et donc le tableau avec les valeurs statistiques. Pour l'instant, le BDSolus ne fournit pas encore des cartes comme on peut l'avoir ici au niveau de Toulouse, mais c'est un des objectifs, dès qu'on aura suffisamment de données, c'est de produire des cartes, éventuellement aussi avec des distinctions en fonction des usages des sols, etc. Mais là, pour l'instant, on s'arrête vraiment aux valeurs statistiques. C'est un des objectifs d'amélioration, la fourniture de cartes. Sachez qu'il y a aussi un accompagnement des collectivités par l'ADEME, donc qui apporte un soutien financier aux villes et aux agglomérations qui souhaitent mieux connaître la qualité des sols sur leur territoire. Donc du coup, ça passe par tout ce qui s'appelle le fonds friche. Donc je sais que cette année, il reste du budget. Pour les prochaines, je ne sais pas, je ne m'avancerai pas sur les budgets ADEME de l'année prochaine, mais en tout cas, je sais que pour cette année, il y a encore un peu de budget. Donc pour les villes et les agglomérations qui souhaitent le faire, se lancer, ils peuvent demander un petit peu d'aide. Sachant qu'on conseille quand même d'avoir quand même un peu d'assistance du BRGM pour tout ce qui est opération d'échantillonnage et d'analyse. Et puis toujours de compléter la BDSolus si c'est un des critères généralement pour l'ADEME, c'est d'apporter son soutien financier si en échange on complète la BDSolus. Sachant qu'il y a toujours la possibilité pour les bureaux d'études, par exemple, de faire des interprétations qui seront plus poussées, et notamment en prenant le contexte géologique local, l'utilisation des sols, etc. Comme le projet donc, qui s'appelait Fonds géochimique urbain de Toulouse, pour lequel on peut voir une carte, une interpolation géostatistique. En perspective, l'objectif c'est vraiment de bancariser des jeux de données complémentaires. Donc vraiment, plus on aura de données, plus ce sera conséquent, plus on va pouvoir vous proposer des outils d'aide à la décision qui seront précis et complets. Donc c'est pour ça vraiment qu'on invite vraiment les métropoles, les communautés de communes, les villes, les EPF, mais tous les bureaux d'études et puis les maîtres d'ouvrage vraiment, que ce soit dans les sites des sols pollués, mais aussi dans l'aménagement. On l'a vu, c'est pas que la gestion des sites pollués, vraiment à contribuer et à intégrer les données dont ils disposent. À l'avenir, on a pour objectif aussi de se connecter vraiment aux autres bases de données françaises. Donc, c'est tout ce qu'on appelle interopérabilité. C'est l'objectif, c'est d'avoir une continuité d'information entre le milieu urbain, donc avec la BDSolus, mais aussi les milieux agricoles et forestiers. Donc ça, c'est la base de données DONSOL, mais finalement, c'est la base qui contient les données du RMQS de l'INRAE.
pour avoir des données pédologiques, biogéochimiques et puis d'autres informations sur l'usage des sols. Et puis, à terme, avec encore d'autres bases de données en France, mais aussi à l'étranger. On en a parlé tout à l'heure aussi. L'objectif, ce serait de proposer une restitution cartographique. Et c'est vrai que pour l'instant, on attend d'avoir suffisamment de données parce que forcément, plus on va essayer de faire des traitements poussés, plus on a besoin de données un nombre de données important. Et puis, vraiment, pour finir, l'objectif, c'est vraiment aussi pour l'État de répondre aux exigences de la future directive européenne relative à la surveillance et à la résilience des sols. Et donc, du coup, on peut tous participer à ça en donnant nos données. Merci pour votre attention. Je vais peut-être juste compléter en vous montrant rapidement le site internet. Alors, juste vous balayer. Donc, c'est sur bdsolu.fr. Vous aurez des informations un petit peu partout sur un peu ce que c'est la base de données. Ici, vous pourrez bancariser les données. Donc, n'hésitez pas à nous contacter auparavant parce qu'il faut avoir un compte lié à une convention pour le faire. Vous pouvez aussi, via cette partie bancarisée, récupérer le fichier de saisie Excel. Et puis, vous pourrez aussi consulter donc, les valeurs de fonds. Donc, en consultant, ici, je vous montre rapidement, vous recherchez sur la carte. Donc là, vous voyez, on a les différentes agglomérations sur lesquelles on a des fonds. Donc à Toulouse, par exemple, on a des données à la fois sur Toulouse ou sur Toulouse Métropole. Et on peut choisir entre 0,5 ou entre 0 et 30 cm de profondeur. Et là, on a les résultats. Donc soit on les a directement par élément, soit on télécharge les résultats complets. On a un mini-rapport. Et on a, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on récupère l'ensemble des tableaux pour toutes les données, les boîtes à moustaches, ensuite par élément, les boîtes à moustaches, les histogrammes et les plans de prélèvement. Et qui sont du coup différents pour chaque substance parce que du coup, il y a certains points qui présentent par exemple des données en arsenic mais qui n'auront pas de valeur sur le plomb. Donc du coup, à chaque fois, pour chaque substance, on a des cartes de prélèvement qui peuvent être différentes. On a fait une foire aux questions assez récemment ici. Si vous avez des questions, et puis sinon, vous pouvez toujours nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre. Donc, voilà pour ma présentation. Voilà, merci beaucoup et puis bon après-midi.